Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment parler. Une fois par mois, on se retrouve autour d'un déjeuner, comme tu l'avais dit, Kevin, dans les commentaires, sans houmous de notre part, mais on espère que vous allez bientôt, voilà, vous trouver un petit plat, un petit sandwich, quelque chose, et passer un moment ensemble pour discuter, pour parler de comment on fait pour avoir des conversations plus constructives dans des contextes peut-être un peu dégradés. On fait venir chaque mois un expert, une experte sur des sujets connexes de cette question-là pour voir comment on peut s'aider de ces différents outils, de différentes expertises pour améliorer notre capacité à délibérer ensemble, à discuter ensemble, à aujourd'hui aussi faire preuve d'esprit critique ensemble. Par le passé, on a parlé du conflit israélo-palestinien, on a parlé de comment avoir des discussions constructives avec des personnes complotistes, ou encore on a parlé de comment on peut parler de religion, ou comment on peut parler de sujets délicats avec différents professionnels. Et aujourd'hui, on reçoit Kevin de Keki. Kevin, bienvenue. Pardon, si j'allume pas mon micro, ça va être compliqué. Pas de Merci, souci, merci Peter. pas de souci, c'est normal, c'est le début, on se lance doucement. Et bienvenue à toi. Et tu es donc toi chercheur en sciences de l'éducation, spécialisé dans la question de l'esprit critique. Tu es aussi formateur, consultant sur les questions de prise de décision, d'esprit critique, de travail en collectif autour de notre capacité à améliorer notre esprit critique. Tu es aussi quelqu'un qui est assez pointu sur le sujet, qui va un peu nous aider aujourd'hui à repenser notre vision de l'esprit critique, peut-être à se dire, ok, on a une certaine vision hein, du sujet, on se dit, l'esprit critique c'est X, c'est Y, mais qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question même d'ailleurs? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut s'aider de l'esprit critique pour mieux discuter, pour mieux parler ensemble? Kevin, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cette courte présentation de ce que tu fais? Non, non, c'est parfait, c'est très bien. Ça me va tout à fait. C'est top. Eh ben, très bien, alors à ce moment-là, allons-y, commençons, lançons-nous. Moi, je voulais commencer en te demandant, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là à t'intéresser à cette question de l'esprit critique, dans le cadre des sciences de l'éducation? Comment tu as fait pour en arriver là? Et puis, enfin, surtout, qu'est-ce qui t'a amené là, toi, dans ta motivation personnelle, dans ton parcours? Très clairement, un concours de circonstances et des opportunités. Non, j'ai commencé à travailler sur cette question quand j'étais en M2 en philosophie des sciences, où j'étais pas mal intéressé. À l'époque, c'était quand il y a eu les attentats en 2015. Mmh. Et donc, se poser la question, une des hypothèses explicatives, c'était une mécompréhension du rapport aux scientifiques et qui survalorisait en fait le rapport aux religieux. Et il y avait pas mal de thématiques, de bourses de thèse, etc., qui portaient sur ces thématiques-là. Donc moi, je suis rentré par la question de l'esprit critique, par cette porte-là de travailler un peu la question des représentations des sciences chez les jeunes et comment est-ce qu'on peut, sur la base d'une bonne compréhension de la représentation des sciences, faire bouger certaines choses pour qu'il y ait une meilleure représentation. Et après, j'ai enchaîné sur thèse où j'ai travaillé spécifiquement sur la question de en quoi les représentations qu'on a sur ce que c'est que la vérité, la connaissance, l'opinion, ça impacte notre manière d'évaluer l'information, d'échanger avec les autres, de se questionner soi-même. Hyper intéressant. Et on voit l'événement sociétal qui peut provoquer aussi ces moments de questionnement sur, ok, clairement, là, on a une situation qui nous abasourdit tous, qui nous impacte tous, et comment on fait sens de cette situation, et qu'on cherche des chemins, et les chercheuses, les chercheurs, souvent, sont amenés à se questionner dans ces moments de l'histoire, là, on se dit, ok, bon, peut-être qu'on n'a pas la réponse, en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à faire sens de ça. C'est super intéressant comme situation. Et, euh, et en tant que chercheur sur la question de l'esprit critique, euh, concrètement, tu fais quoi? Enfin, comment on fait de la recherche sur ce sujet-là? Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a pour parler de ce qui se passe en tout cas en France, on a eu la chance d'avoir un collectif de jeunes doctorants et maintenant pour la plupart chercheurs, chercheuses, où on s'était réunis ensemble pour travailler ces questions-là. On avait commencé par vraiment s'intéresser spécifiquement à vraiment, on allait sur le Google Scholar
donc pour chercher les articles, et on s'intéressait vraiment aux articles qui travaillaient explicitement la question de l'esprit critique. Donc on cherchait les articles où il est marqué critical thinking en mots-clés. Et au fur et à mesure, en tout cas, moi pour ma part, je me suis rendu compte que c'était pas une très bonne manière de faire, Mmh. parce que en fait, quand on s'intéresse à la question de l'esprit critique en termes de définition, et je pense que tu le sais très bien, hein, c'est un truc qui est quand même pas mal mis sur le devant de la scène, ce qui est une bonne chose là depuis plusieurs années. C'est que l'esprit critique, c'est un terme glouton qui est venu vraiment phagocyter plein de concepts périphériques. Et aujourd'hui, en gros, tu demandes à 30 chercheurs ou à 30 personnes dans la rue ce que c'est que l'esprit critique, ils vont te donner 30 définitions différentes. Le constat, c'est qu'il faut plutôt considérer l'esprit critique comme une boîte, une valise, comme une boîte à outils. Et la question, c'est quel outil on met à l'intérieur. Mmh. Et du coup, moi, dans mes recherches, ce que je fais, c'est que par exemple, si je m'intéresse spécifiquement à comment faire en sorte que les gens ils se construisent un point de vue plus documenté, plus critique, plus complexe sur les thématiques d'actualité, ben, je vais plutôt aller chercher les articles qui s'intéressent à évaluation de l'information, évaluation de la source, questions socio-scientifiques, pardon. Si je m'intéresse à comment faire en sorte que les gens, comment favoriser des échanges de co-construction, éviter les conflits, je vais plutôt chercher par rapport à ces mots-clés-là plutôt que esprit critique. Mmh. Et en fait, ça permet de se rendre compte que lorsqu'on s'intéresse uniquement à la littérature qui parle d'esprit critique, on peut avoir ce sentiment qu'en fait, il n'y a pas tant de recherche que ça sur la question. Si en fait on reproblématise différemment, on se dit en fait on s'en fout un peu, l'esprit critique, c'est pas un objet en soi, c'est le nom d'une intention, d'un programme de recherche, d'une volonté d'éducation citoyenne, professionnelle, et du coup il faut aller chercher dans d'autres champs de recherche. Bah, en fait on a énormément de littérature sur Mmh. ces différentes problématiques en lien avec l'esprit critique. Donc moi, c'est un peu mon approche. Et par exemple, là, tu vois, un des projets de recherche sur lesquels je suis en tant que chercheur indépendant, consultant, c'est évaluation de l'impact d'une IA qui a été intégrée sur un outil éducatif pour l'évaluation par les pairs. Et donc la question, c'est si tu regardes en fait, IA, esprit critique, il y a des trucs, mais si tu regardes spécifiquement comment favoriser l'évaluation par les pairs de manière critériée, etc., ben, tu as plein de littérature et ça te permet de mieux te saisir des subtilités de comment façonner l'outil et les situations de formation pour que ça soit optimal pour les apprenants, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant et j'apprécie beaucoup, je trouve cette approche assez humble quelque part. On va pas s'enfermer dans un silo de recherche qui s'appelle esprit critique. On va plutôt regarder, bah, ok, ce phénomène-là, tel qu'il est nommé euh, quand on en parle dans notre quotidien, qu'est-ce qu'il retrace, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on essaie de décrire. Et, une phrase qui me vient en tête, qui évidemment fait écho à un grand moment de la politique nationale, c'est euh, l'esprit critique, c'est moi. C'est-à-dire que c'est un peu l'injonction à laquelle on peut se retrouver, c'est des individus qui toutes et tous vont estimer qu'ils ou elles font preuve d'esprit critique. Même assez largement. Je ne sais pas si tu aurais peut-être mieux le chiffre en tête que moi, mais il me semble, quand on pose cette question, il y a une large majorité de personnes qui vont se sentir tout à fait concernées et compétents dans le domaine. Quand bien même, après, quand on leur pose des questions réflexives sur leurs compétences, leur capacité à décrire un phénomène, bon, là, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés, par exemple, ou encore, évidemment, ne vont pas forcément faire preuve d'humilité par ailleurs, etc. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse pas mal, c'est le rapport à la certitude et à l'incertitude, et notamment dans le cadre de la conversation, ou du débat, de la négociation. En quoi est-ce que ça peut nous aider, à la fois à mieux converser, à mieux discuter, mais aussi à prendre de meilleures décisions? Alors, là, j'ai balancé plein de trucs en même temps, mais je sais pas s'il y a un bout par lequel tu voudrais prendre, ou sinon j'ai une question plus précise peut-être à te poser. Non, non, ça me va. Ça me va. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit auparavant, ouais, pour moi, enfin, voilà, on en a déjà un petit peu parlé auparavant. Un des gros enjeux qu'on peut avoir dans notre métier actuel, c'est de favoriser voilà, les formations esprit critique entendues de manière large auprès du monde de l'entreprise, etc. Un gros frein, qui est pour moi peut-être le plus gros frein, c'est vraiment cette question
du flou qu'il y a autour de ce terme. Et une conséquence de cela, c'est en effet qu'on a tendance à surestimer notre esprit critique et à sous-estimer celui d'autrui. En fait, on a un peu cette tendance, et par exemple, si on regarde un des résultats de thèse de Céline Schopfer, qui a justement posé cette question pour essayer un peu de voir est-ce que c'est plus une intuition qu'on a ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de sous-tendu par des faits. Ce qu'elle a trouvé, c'est que indépendamment du genre, on est à un peu moins de 70% des gens qui considèrent qu'ils ont un esprit critique dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Moi, quand j'articule ça avec mes expériences de formation, là où tu vois que tu as par exemple une personne sur 10 qui sait comment utiliser la recherche d'images inversées pour fact-checker une vidéo, quand tu vois que tu as moins de une personne sur 20 en formation qui est capable de faire de l'écoute active de manière suffisamment de qualité pour qu'on puisse considérer ça comme de l'écoute active, pour moi, le constat, il est que on a tendance à se surestimer. Voilà. Donc il y a un vrai besoin de formation. Moi, on n'est pas d'accord sur ce constat, il me semble. Moi, je trouve que le niveau est très bas, même si c'est pour des. Mais voilà, même si on peut avoir différentes interprétations et dire que les gens, ils ont ces compétences-là, mais ils n'arrivent pas à identifier les situations dans lesquelles il faut les mobiliser, ou alors que les gens sont motivés à. Il n'empêche que moi, le constat que je fais, c'est Mmh. que les calculs sont pas bons, Kevin, quoi, tu vois. Et, euh, et que je trouve le niveau, il est bas. Et un des freins, vraiment, je trouve, c'est, il y a plein d'autres freins, mais c'est ce truc où on a tendance à surestimer notre esprit critique. Un des piliers de l'esprit critique, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est la question de l'incertitude. Si on reprend un mec que moi j'adore, qui s'appelle John Dewey, qui est un philosophe politique et de l'éducation du début du XXe siècle, qui au passage a été et reste la meilleure alternative au néolibéralisme en termes de philosophie politique. Il expliquait que, alors il ne parle pas d'esprit critique, il parle plutôt de pensée réflexive, hein, si je ne me trompe pas, mais en gros il dit la pierre angulaire, la colonne vertébrale, la condition sine qua non de l'esprit critique, c'est l'incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas besoin d'esprit critique. Donc pour moi, la question de l'esprit critique, c'est avant tout, en effet, un travail sur les incertitudes, les doutes, enfin, pardon, pas les doutes, les incertitudes, les risques, les biais, les dangers, ce genre de choses. S'il n'y a pas besoin de se poser cette question-là, parce que dans la situation dans laquelle on est, il y a une bonne réponse attendue et qu'on peut l'acquérir, on peut l'atteindre sans incertitude, avec une certitude absolue, alors il n'y a pas besoin d'esprit critique. Il s'avère que cette question de l'incertitude, elle est extrêmement présente dans notre quotidien. Mmh. On a par exemple plein de thématiques d'actualité, on a plein de situations dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles où il n'y a pas une bonne réponse attendue. Il y a une pluralité de réponses qu'on peut considérer comme acceptables parce qu'elles sont justifiées, etc. Donc, tu vois, pour Mmh. moi, ça met d'autant plus en avant le fait qu'aujourd'hui, tant pour des questions de citoyenneté que professionnelles, la question de l'esprit critique, chaque année qui passe, la question devient de plus en plus centrale, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Surtout que je trouve que ça fait vachement écho à une modification, donc comme tu dis, une modification de l'environnement, mais aussi une modification du coup du système éducatif. On passe de l'apprentissage par cœur, c'est-à-dire en gros une espèce euh, de création de certitude, hein. Il y a des choses à savoir, il faut les savoir d'une certaine manière, et ton objectif c'est de les connaître par cœur et de pouvoir les restituer. Et du coup, on pourrait estimer à ce moment-là, d'après ce que tu dis, qu'on ne travaille pas son esprit critique particulièrement dans ce contexte. Là où l'idée qu'il y aurait des différentes réponses possibles, différentes manières d'amener ces réponses, différentes perspectives qui sont pertinentes sur un sujet, alors là, on ferait preuve d'esprit critique, et ce serait ça qui nous aiderait à mieux naviguer l'incertitude, Mm. peut-être justement en ne cherchant pas la certitude, mais en acceptant l'incertitude et ce qu'elle nous amène. Ça me fait aussi penser pas mal aux recherches en psychologie sur l'ambivalence, la gestion de l'ambivalence. Je trouve que Ouais. c'est un truc dont on parle pas beaucoup dans, on va dire, chez les personnes qui parlent de psychologie, on va dire ça comme ça. Y a pas, on parle assez rarement, on parle beaucoup les émotions positives, les émotions négatives, mais assez peu d'ambivalence. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est souvent, euh, parfois on lit ça un conflit interne, un conflit émotionnel, mais ça peut être aussi, l'ambivalence, ça peut être aussi quelque chose d'assez agréable.
C'est-à-dire la réalisation que plusieurs choses sont possibles, une espèce de moment de créativité, ou ces moments d'incertitude plaisants, de possibilités multiples, d'interprétations multiples d'une situation. Et je trouve que ça, c'est hyper puissant. Et surtout, pour moi, ça fait écho à, mais attends, naviguer l'incertitude, etc. Mais c'est aussi une question de santé mentale, en fait. C'est-à-dire, Mmh. c'est aussi, si j'ai cette capacité-là, je peux aussi mieux me raconter des situations, moins catastrophiser, moins rentrer dans des narratifs qui vont me faire du mal, me faire souffrir, auxquels évidemment l'environnement participe, mais auxquels je participe aussi par mes habitudes cognitive, on va dire ça comme ça, en tout cas mes modes de pensée. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant de voir qu'on peut, en fait, c'est tentaculaire cette question-là, et en même temps, c'est fondamental. Ça peut vraiment nous aider à résoudre pas mal de problèmes qu'on a en tant que collectif, en tant qu'individu, quoi. Ouais, mais totalement. Et juste pour un peu rétro-pédaler, parce que tu as dit pas mal de choses que je trouve super intéressantes sur la question, tu vois, de l'esprit critique à l'école. Tu vois, on peut avoir ce sentiment que, bah oui, en fonction des classes, notamment tout ce qui est primaire, il y a pas mal de par cœur, etc. Je pense que c'est pas antinomique avec l'esprit critique, parce que ce qu'il Ouais, faut bien se dire, c'est que l'esprit critique, c'est à la fois des dispositions, donc des attitudes, une motivation à se comporter d'une certaine manière dans certaines situations, et aussi des compétences. Donc, c'est être enclin à mobiliser certaines compétences, certaines manières d'agir en situation. Ce dont on se rend compte, c'est que la question des compétences, elle alimente, pardon, cette question des connaissances, ça alimente les compétences. hmm, Ça va vraiment de pair, en fait. Et ok, en tout cas, dans la question de l'esprit critique, une bonne manière de se repérer, c'est de se dire, quand on parle de compétences, il faut l'entendre comme c'est quoi les critères que je vais mobiliser, par exemple, pour évaluer une information. Et en fait, ce qui va orienter les critères, c'est aussi les connaissances qu'on a, par exemple, de l'environnement informationnel, de qu'est-ce que c'est qu'un expert, une source, etc. ouais, Et on a la même chose, volet disposition ou motivation, ou par exemple l'utilité perçue de faire preuve d'esprit critique ou d'évaluer l'information dans une situation donnée. Ben ça, en fait, ce sont des connaissances. Si je sais, par exemple, que sur la thématique Ukraine-Russie sur les réseaux sociaux, c'est un terrain qui est particulièrement propice à de la désinformation avec du contenu généré par IA, etc. Bah, cette connaissance-là je peux me rendre d'autant plus enclin à être dans une évaluation de l'information. Donc pour moi, c'est pas antinomique cette question de ouais, connaissance par cœur. Alors, connaître par cœur ne veut pas dire comprendre, mais il n'empêche que pour avoir les ressources cognitives pour comprendre, c'est pas mal d'avoir déjà appris par cœur. Tu vois, ça allège d'un point de vue cognitif. ouais, Donc, c'est juste, tu vois, pour pas tomber dans le piège de dire, ah, regardez, l'éducation nationale, ils travaillent pas ces questions-là, c'est que du par cœur, il n'y a pas de mise en activité, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Pour ça, il faut mettre les moyens, parce qu'en fait, pour faire écho à un article moi que j'ai publié, le frein majeur actuellement de l'esprit critique à l'école, et c'est pointé par PISA, c'est pointé par les études Tally, qui est un peu l'équivalent PISA, mais pour les enseignants, c'est qu'en fait, il y a un manque d'accès à la formation, il y a un manque de moyens dans les établissements, il y a des classes qui sont surchargées. Et en fait, si vous voulez faire de la pédagogie active dans tout ce que ça englobe, bah, allez-y, franchement, essayez d'organiser un débat avec une classe de 35 ou même avec 15 gamins de collège ou lycée. Bah, franchement, bon courage. ouais, Et en c'est pas fait, c'est évident. les réalités terrain des enseignants, quoi. Donc Ouais, bien c'était sûr. juste le premier point. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, sur tout ce qui était ouais, la question de la santé mentale, de l'ambivalence, c'est super drôle que tu parles de ça, parce que là, depuis 1 ou 2 mois, je m'intéresse pas mal à l'apport de la psychologie clinique pour l'éducation à l'esprit critique et la formation, et pour vraiment essayer d'être plus impactant sur ces questions de disposition, tu vois. Et je me suis pas mal intéressé à l'entretien motivationnel. Donc, si tu as parlé d'ambivalence, peut-être que ça te dit quelque chose, l'entretien Ouais, motivationnel. Et je suis en train là, et donc s'il y a des psychologues d'ailleurs TCC qui nous écoutent, franchement, je suis très friand s'ils veulent bien qu'on prenne contact, d'avoir des infos sur tout ce qui est l'aversion à l'incertitude, qui est une question qui est pas mal travaillée, par exemple, sur les troubles anxieux généralisés, pour les TOC, les phobies de contamination, ce genre de choses. Et pour voir dans quelle mesure, ben, là où l'entretien motivationnel, moi, j'y trouve des outils
pour favoriser des changements dans les pratiques de consommer l'information, etc. Je me pose la question dans quelle mesure ce cadre-là, il peut pas aider pour accompagner, mieux se saisir justement de cette question de l'incertitude qui revêt en fait une part d'affectif, Mmh. d'émotion, que moi j'appelle le doute, du coup, qui se matérialise par ce qu'on appelle le doute. Ouais. Mais du coup, c'est une question sur laquelle je suis en train de travailler actuellement, tu vois. Ouais, ouais. Ah, c'est ultra intéressant, c'est les ramifications de ces sujets-là. Et merci pour la correction hein, sur l'apprentissage par cœur. Je pense que j'ai une tendance à sous-estimer ces dimensions-là par affinité personnelle. Et donc, c'est bien de me rappeler à l'ordre là-dessus. Tu as bien raison. Et, c'est vrai que je profite aussi pour proposer une mini-discussion sur une question sémantique, parce que je vois que un de nos auditeurs pose la question, la distinction esprit critique, pensée critique, toi t'en fais une, dans quelle mesure tu notes une différence pour toi dans le lexique, dans l'usage, ou dans ce que ça Alors, signifie? Ouais. ouais, il y a une double, enfin, il y a une distinction que moi que j'ai en tête. Je me rappelle plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais je sais que c'est quelque chose qui avait été travaillé par Gwen Palares dans sa thèse, notamment, de réexpliciter cette distinction. Là où, alors faut pas que je me trompe, pensée critique, ça serait plus sur les compétences, là où esprit critique, ça serait plus sur les dispositions. Donc ça permettrait de clarifier de quoi on parle quand on parle d'esprit critique. Est-ce qu'on est plus sur ce volet motivation intrinsèque à faire quelque chose, ou plus les compétences, les savoir-faire, les critères mobilisés, etc. Hmm. Après, tu as quand même, enfin voilà, en France, on parle quand même plus spontanément de esprit critique. Euh, je ne sais pas si cette distinction, en tout cas enfin voilà, moi, ce que j'ai en tête, c'est vraiment en termes d'usage, formation et éducation. Hmm. Donc il y a plein de clarifications conceptuelles que je reprends pas parce que je trouve que ça a peu d'utilité, ça complexifie le propos face publique. Et moi, cette distinction-là, en tout cas, je la reprends pas, tu vois. Ouais, Même dans l'idéal, si je peux ne pas mentionner, ne pas dire le terme esprit critique en formation, moi, ça me va, tu vois. ouais, Parce qu'en fait, à partir du moment où je dis esprit critique, je me sens obligé de passer 20 minutes à parler des mythes autour d'esprit critique, en quoi, en fait, ça peut être un miroir aux alouettes, ça peut devenir un argument un peu d'autorité, tu vois, un argument fallacieux. ouais, ouais. Voilà, mais en effet, il y a cette distinction tout à fait entre pensée critique et esprit critique. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que tu as raison, c'est un terrain miné, mais je trouve d'autant plus quand, comme toi ou moi, on navigue pas mal dans les sphères sceptiques, avec des personnes qui sont très attachées au scepticisme scientifique, où du coup on a ces grands débats un peu sur les significations. Et je suis assez d'accord avec toi qu'au final, ça peut nous embourber dans des questions sémantiques, là où on pourrait peut-être directement adresser les dispositions elles-mêmes, les compétences elles-mêmes, ce qu'on cherche à produire ou à valoriser chez les apprenants quand on est quand on est dans un cadre de formation, mais aussi si on est un politique public, dans le cadre de la politique publique, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait d'une population donnée, qu'est-ce qu'on chercherait à développer. Ouais. Pour moi, c'est un peu au cœur de la question, pour être très honnête, c'est le sujet moi, qui m'intéresse le plus, c'est le lien entre ces questions d'esprit critique et notre capacité à vivre ensemble, à coexister, mais aussi à construire ensemble, à coopérer, à faire advenir des sociétés qui nous plaisent, dans lesquelles on est bien, on se sent bien, on évolue, on est content, on est heureux, on crée de la richesse, on est satisfait de notre vie, on préserve la planète, etc. Donc, tous ces objectifs qu'on peut envisager comme, comme collectif. Euh, pour toi, quel rôle ont les compétences liées à l'esprit critique là-dedans? Euh, Comment tu vois s'agencer un peu euh, ces deux choses-là? Alors, je pense que c'est une question qui est très vaste et ce qu'il faut garder en tête, c'est que en général, quand vous avez quelqu'un qui va faire ce que je vais faire, c'est-à-dire donner des éléments de définition un peu, sur l'esprit critique, en réalité, ça renseigne plus sur la mentalité, les valeurs de la personne que sur ce que c'est que l'esprit critique lui-même. C'est-à-dire que l'esprit critique, vu qu'il y a une multitude de définitions, c'est aussi quelque chose de très normatif. Donc, il faut toujours se poser la question, lorsqu'une personne propose une définition de l'esprit critique,
de voir le message qu'il peut y avoir en filigrane, les valeurs qui sont portées dans la définition. Mmh. Et je trouve il y a plein de cas où ça renseigne plus sur la personne qui énonce la définition, plus que ce qu'est pardon, l'esprit critique lui-même. Sur le lien avec les enjeux de démocratie, bah, pour moi, en fait, si on articule ça avec l'histoire de la philosophie occidentale, il y a quand même eu un tournant majeur où on a identifié que la rationalité, l'objectivité, c'était un pilier stable qui permettait de construire et de faire société autour. Donc on pourrait se dire que l'esprit critique, dans une certaine mesure, c'est justement d'essayer de développer une pensée, des prises de décision raisonnables, c'est-à-dire qui sont le plus possible en adéquation avec un réel qui ne nous est jamais totalement accessible, mais qu'on essaie de toucher le plus du doigt. Euh, et donc tout l'enjeu, c'est justement quels sont les critères, quelles sont les dispositions, les motivations qui vont nous permettre de peut-être pas être dans une objectivité, mais en tout cas d'essayer de se construire des opinions et des prises de décision qui prennent le plus en compte la complexité du réel, voire en fonction des cas, qui sont peut-être désubjectivisés. C'est-à-dire, Mmh. tu vois, pas d'être dans l'objectif, dans une réponse objective, mais d'avoir conscience de la pluralité des points de vue, d'être capable de formuler un point de vue désubjectivisé et après de l'articuler soi-même avec ses valeurs. Et c'est un point dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, mais aussi de l'articuler avec ses valeurs. Et donc pour moi, l'esprit critique, c'est pas avoir une pensée rationnelle, c'est avoir une pensée raisonnable. C'est-à-dire qu'il prend en compte ces questions du réel, de désubjectiviser son point de vue, mais aussi de l'articuler avec ses valeurs pour le resubjectiviser en conscience. Mmh. Et ça fait, il me semble, tu vois, appel à un pan de la littérature de la pédagogie critique qui, il me semble, il ne faut pas distinguer et vraiment complètement intégrer dans ces questions d'esprit critique, qui est vraiment de prendre en compte ce que, par exemple, Julia Bill appelle tous les enjeux autour des contextes de production et de diffusion de l'information, les représentations des discours et les implicites, par exemple, dans les discours politiques, mais aussi tout ce qui est en lien avec les enjeux de pouvoir et d'influence dans les questions de politique publique, mais aussi dans les entreprises, les questions d'aliénation, les questions de en quoi est-ce qu'un discours représente ou invisibilise des minorités, quels sont les stéréotypes véhiculés. Et ça me semble être hyper important aussi de prendre en compte l'altérité, tu vois, les manières d'être, Mmh. les manières de vivre, euh, euh, pas juste par bon sentiment, mais aussi si on est un peu plus, je dirais, froid, aussi pour des questions d'utilité. Parce que si on retourne dans la littérature, dans la philosophie, on se rend compte que un levier hyper intéressant qui a été développé pour justement être capable de produire des connaissances qui ont un bon degré d'objectivité, qui sont désubjectivisées, c'est l'intersubjectivité justement. Donc c'est de prendre en compte le point de vue d'autrui, de rentrer dans la contradiction pour justement essayer de bien identifier les points d'achoppement, le agree to disagree, tu vois, Mmh. et pour venir travailler justement ces points d'achoppement. Donc, tu vois, cette question de prendre en compte l'altérité, les différentes manières d'être, de vivre, etc., au-delà des questions de valeur, c'est même en termes d'utilité méthodologique pour construire des points de vue qui sont bien documentés, désubjectivisés, et qu'on peut à juste titre après, en conscience et en valeur, reteinter, réépicer par rapport à ce qu'on porte dans sa chair. Je trouve que Mmh. enfin, c'est un point peut-être qu'on n'apporte pas suffisamment en termes d'enjeux autour de l'esprit critique et qui me semble assez fondamental. Ouais, c'est hyper intéressant et en plus là tu commences à rentrer dans le champ lexical de la gestion du conflit en fait quand on parle d'intersubjectivité, quand on parle de cette question de reconnaître l'autre là où il ou elle est quoi, dans sa situation, dans son contexte et nous dans notre contexte, notre vision, notre représentation et, euh, et c'est une chose extrêmement difficile parce que ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ça nous semble être objectif. Et c'est une forme d'objectivité, c'est-à-dire c'est une réalité qui est indissociable de notre vécu, de notre ressenti. Mais il y en a une autre aussi, il y en a plein d'autres, il y en a une multitude d'autres qui peuvent coexister ensemble. C'est pour ça, moi j'ai souvent, j'utilise ce terme-là qui paraît un peu conceptuel, mais c'est le terme d'intégratif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut
intégrer ces différentes perspectives les unes aux autres? Est-ce qu'elles peuvent Mmh. coexister sans jugement les unes avec les autres? Ou est-ce qu'elles doivent nécessairement s'opposer? Et parfois, les choses s'intègrent vachement mieux que ce qu'on pense. En fait, les perspectives peuvent toutes être vraies en même temps et nourrir notre discussion globale. Et je trouve ça assez intéressant. Je fais une mini remarque. On est à une demi-heure à peu près de ce live. On parle d'esprit critique. Et on n'a pas utilisé le terme biais cognitif une seule fois. Moi, je veux nous applaudir. Parce que ça, je mets les pieds dans le plat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout, Kevin? Qu'est-ce que... Les calculs ne sont pas bons. Et encore une fois, les calculs. Donc, voilà, je balance ça de façon un peu rigolote, mais qu'est-ce qui fait que peut-être on a cette préférence tous les deux là, selon toi, ou peut-être toi tu peux au moins nous dire ta préférence sur ce sujet. Pourquoi ne pas parler de biais cognitif? Alors, moi, je suis un peu ambivalent sur tout ce qui est biais cognitif et arguments fallacieux. Je trouve d'un côté, ça a un côté ultra sexy et ça fonctionne très très bien de l'aborder avec les publics. Donc, ça a un peu la facilité, mais aussi à juste titre. Même dans les demandes spontanées, tu vois, qu'il peut y avoir comme demande de formation, il y a vraiment ce truc de c'est quoi les biais dans les prises de décision en entreprise. En fait, c'est vachement en accord, aligné, en cohérence avec les représentations que certaines personnes peuvent avoir et qui demandent ce type de formation. D'un autre côté, je trouve que ça empêche d'aller suffisamment finement dans l'analyse. Une fois, par exemple, que tu as dit ah, c'est un argument fallacieux ou alors ah, c'est un biais de sélection des données, etc. Bah, je trouve que tu as un peu tout et rien dit parce qu'il y a mille et une manières de produire un argument fallacieux ou d'être dans un biais de sélection des données. Je trouve que ça t'empêche en fait de vraiment décrire finement en quoi dans cette situation spécifique c'est un biais. Et souvent, c'est pas du on-off, c'est un continuum. Et c'est pour ça que je trouve ça vachement plus intéressant d'aller vraiment dans l'analyse fine de ces différents biais. Tu vois. Si on s'intéresse à la littérature scientifique, donc, pardon, la plupart du coup des formations qui sont proposées par la porte d'entrée biais cognitif, argument fallacieux, c'est un peu de jouer à Pokémon. Donc, tu sors le Pokédex et tu fais l'inventaire de tous les arguments fallacieux et des biais cognitifs. Et après, tu fais un petit jeu et tu as des mises en situation sur des cartes où tu dois identifier à quel Pokémon biais cognitif, argument fallacieux ça correspond. Le truc, c'est quand tu regardes dans la littérature. Alors, ça fonctionne trop bien. En formation, les gens, ils sont trop contents et tout Hmm. machin. Sauf que quand tu t'intéresses, en fait, à la littérature scientifique, en fait, ça ne fonctionne pas en termes de développement de compétences ou de disposition. Tout simplement, ce qu'on observe, c'est qu'au même titre qu'on peut avoir tendance à surestimer son esprit critique et à sous-estimer celui des autres, là, il y a la même chose. Tu peux très bien, en sachant très bien, en connaissant par cœur les 5 biais principaux et les 15 arguments fallacieux les plus récurrents, tu peux très bien tomber en plein dedans et sans t'en rendre compte parce que ça demande d'autres compétences, Hmm. notamment métacognitives, qui ne sont pas travaillées dans ce type d'atelier. Et il y a aussi le truc, c'est OK, ben moi je procède de telle manière et j'ai tendance à faire de la sélection biaisée de données, ou alors à favoriser les gens qui vont avoir le même point de vue que moi et surévaluer la qualité de leur argument s'ils sont d'accord avec moi. OK, je connais ce biais et j'identifie que je suis dans cette tendance-là. Donc OK, attention, mais du coup, en fait, que se passe-t-il après? Hmm. Et tu as tout ce versant aussi de OK, il y a des mauvaises pratiques qui sont spécifiques à certaines situations où on peut parler de biais, mais c'est quoi l'alternative? Tu vois? Donc, tu as tous ces Hmm. éléments-là qui font que on simplifie ce que ça veut dire un biais qui est toujours à recontextualiser. C'est insuffisant parce qu'il faut aussi développer des compétences métacognitives et c'est aussi insuffisant parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de développer de nouveaux critères qui sont peut-être plus adaptés en fonction des situations pour avoir des meilleures prises de décision. Donc, tu vois, en fait, tu as vraiment une complexité. Et quand tu dis ça à quelqu'un qui demande une formation, bah, c'est pas sexy. C'est vachement moins sexy que de Ouais, clairement. dire, bah oui, oui, on va jouer, on va sortir le Pokédex et on va partir à la recherche des biais cognitifs, quoi. Ouais. Non, Donc, moi, c'est un peu clairement. mon positionnement. Bah, c'est un constat aussi que je partage, évidemment. Et donc, on peut comprendre. Enfin, moi, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui
font ce type de formation parce que, comme tu le dis, il y a une dimension ludique, c'est approchable, on apporte des connaissances quand même, et comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même une réflexivité qui vient avec l'apport de connaissances, donc on va dire, t'es pas à zéro, mais le problème, c'est que elles vont avoir tendance à s'appliquer plutôt en réponse à un discours que en analyse de sa propre pensée ou de son propre discours, et du coup peut-être nous enfermer encore plus dans notre vision d'une situation, et donc on n'aura pas forcément amélioré l'esprit critique des gens, mais on leur a fait vivre un Mmh. truc sympa et ils ont appris des choses. Voilà, on va dire, c'est si je si je te fais l'avocat du diable, ou pas du diable là, mais l'avocat de l'esprit critique classique, ça serait un petit peu ça. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'espace médiatique, c'est un peu comme ça que c'est présenté aussi, hein. Le Mmh. debunk, regarde ce qu'il dit, regarde comment il le dit, puis regarde comment il nous manipule. Et Ouais. moi, je suis toujours été très dérangé par ça parce que je trouve que une des choses les plus importantes qu'on a dans une société, c'est la confiance, et que dès qu'on attaque la confiance, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de dangereux, donc faut faire attention. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, de dénoncer, etc. Ça peut être très 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 bien. Mais il y a d'autres conséquences qui, elles, sont très incontrôlables et qui peuvent être bien pires. Et donc, bon, voilà. Sur les Epstein Files, en ce moment, on est un peu dans Mmh. ce sujet-là. Mais je trouve que c'est super difficile, comme tu dis, de le décrire efficacement. Et du coup, j'en viens peut-être au cœur d'un sujet qu'on voulait aborder ensemble. C'est, ok, alors, est-ce qu'on pourrait présenter la question de l'esprit critique ou de la pensée critique différemment, et surtout en lien avec des questions qui sont importantes, notamment des questions dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre d'un collectif, bah, des questions de coopération, de co-construction, de décision collective. Enfin, comment on fait le lien entre ces deux trucs-là, et en quoi l'esprit critique ou les méthodes que toi tu utilises peuvent nous aider là-dessus? Hem, ouais, alors juste un petit point Je pareil, t'en prie. je trouvais que c'était super intéressant ce que tu disais. C'est vrai qu'on a une représentation qui est vachement partagée et qui impacte énormément l'offre de formation, tant à l'école, que dans les écoles privées, qu'au sein des entreprises. C'est vraiment cette question de l'esprit critique contre quelque chose. Donc contre la désinformation, contre les réseaux sociaux, contre, les biais cognitifs. Et en fait, ça focalise vraiment l'attention sur des enjeux, de formation qui sont très restreints et à mon sens, qui sont relativement inefficaces, parce que en fait, ça aussi rend aveugle à la question, une des questions centrales qui est la prise en compte de la complexité. Et par exemple, sur la question de la désinformation, la manière dont c'est problématisé, et donc en fait, par la suite, ça oriente tout le reste, c'est, bah, puisque le but, c'est d'identifier les informations fausses, bah, en fait, ça pose d'emblée ce rapport de info vrai, info fausse, et ça empêche de rentrer dans ce qui est pour moi au cœur de l'enjeu actuel, c'est justement de se saisir de cette question de la complexité dans la construction de l'info, en quoi la ligne éditoriale, ça influence l'interprétation de faits, à quel moment on sort de la ligne éditoriale d'un média qui est orienté politiquement pour passer un biais dans le traitement de l'information et dans de la désinformation. Et en fait, tu vois, il y a tous ces traitements-là qui sont un peu empêchés par ces représentations. Hmm. En quoi est-ce qu'on peut faire le lien avec tout ce qu'on vient de dire et cette question de favoriser des discussions collaboratives, etc. Pour moi, il faut s'enlever de la tête que esprit critique à visée de discussion collaborative, c'est faire en sorte que tout le monde soit d'accord, que tout le monde s'aime bien et se fasse un bisou à la fin. Ça, c'est des trucs que j'ai pu croiser aussi en formation, tu vois, avec d'autres formateurs qui donnaient ce type de trucs. C'est pas du tout ça. Encore une fois, une des pierres angulaires, colonne vertébrale, condition sine qua non de l'esprit critique, c'est l'incertitude. Un super outil pour mettre en évidence ces incertitudes, ces dangers, ces risques, c'est la contradiction, c'est le désaccord. Donc, au contraire, plus vous avez l'opportunité dans votre réunion, dans votre équipe de travail, d'avoir des gens qui ont des perspectives différentes, qui ne sont pas d'accord, plus ça vous donne de la matière pour prendre des bonnes décisions. Tout l'enjeu, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette matière première pour rentrer dans de la co-construction et pas dans du conflit. Voilà, donc c'est vraiment cette perspective de comment est-ce qu'on passe de
désaccord, contradiction comme levier pour de l'engueulade, du conflit, des rapports de force, et comment on fait pour plutôt aller vers l'utiliser comme levier, comme ingrédient, comme aliment pour justement mieux identifier des risques, des incertitudes et prendre de meilleures décisions. Hmm. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait développer comme compétence ou comme disposition pour arriver à cette co-construction ultime, comme tu dis, où quelque part, on n'a pas besoin de se faire des bisous, mais on a besoin peut-être de certains nombres de choses. Donc, de quoi est-ce qu'on aurait besoin? Mm. On peut se faire des bisous, hein, libre à C'est chacun pas interdit. de gérer les réunions comme ils veulent, mais c'est pas une nécessité en tout cas. Pour moi, alors je vais pas faire une liste à l'après-vert, mais je vais essayer juste de décrire la situation, les problématiques telles que moi je les envisage. Ça me semble peut-être plus fertile. Si on s'intéresse à certains travaux, et je pense notamment à Sarit Barzilai, qui est pour moi ma chercheuse, la chercheuse que je préfère le plus, qui a beaucoup écrit sur esprit critique, évaluation de l'information, métacognition et aussi les questions de conflit, de désaccord. Dans un de ses articles, elle fait un peu une classification des différents types de désaccords qu'il peut y avoir. Et ce qu'elle pointe, c'est que contre toute attente, il y a quand même énormément de désaccords qui sont des faux désaccords. Ce sont des désaccords qui reposent plutôt sur un manque d'écoute active. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'expression de deux points de vue. On peut avoir l'impression de ne pas être d'accord avec la personne, alors qu'en fait, c'est juste que dans la manière de s'exprimer, dans les définitions individuelles qu'on peut donner aux mots, euh, ça crée en fait un désaccord, ça crée une mésentente. Hmm. Alors qu'on peut très bien en fait avoir tout à fait un même point de vue, c'est juste qu'on n'éclaire pas les mêmes façades de l'objet et qu'on a des usages des mots qui sont différents. Donc pour moi, il y a vraiment un gros enjeu autour de ces enjeux-là il y a déjà un gros enjeu autour de ces enjeux-là. Il y a un gros enjeu, pardon, autour de ces problématiques-là, d'être capable de déplier la pensée, Hmm. de questionner les termes, pas questionner pour les remettre en question, mais pour comprendre la définition que les gens mettent derrière les termes, d'être capable de reformuler, etc. Et même si vous vous retrouvez dans une situation où il y a un désaccord qui n'est pas de l'ordre d'un problème d'intercompréhension, le fait de faire ce travail-là, ça oblige aussi à déplier, à préciser la pensée des différentes personnes. Et ça ne peut être que constructif pour justement mieux comprendre finement où est le désaccord. Hmm. Donc pour moi, c'est vraiment le point de départ. Et il y a tout un autre pan aussi qui est de structurer la complexité. C'est tout à fait OK en fait de ne pas être d'accord. Il y a plein de cas en fait où même en allant dans l'argumentation, l'évaluation fine des justifications, etc., on n'arrive pas à trouver de consensus. Et c'est OK, ça veut peut-être dire qu'en fait, il y a une prise de décision à avoir, mais qui doit prendre en compte ces incertitudes. Là, on est complètement d'accord, on est 8 dans la réunion, on est tous d'accord sur tel point, sur les enjeux économiques, par exemple. Par contre, on a des points d'incertitude sur, par exemple, d'un point de vue opérationnel, le déploiement de telles solutions pour le lancement d'un produit. Il y a certains points où on n'est pas d'accord, du coup, il y a une décision à prendre, mais qui prend en compte ces incertitudes et peut-être prévoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux gros enjeux d'intercompréhension d'une part, qui obligent aussi à préciser sa pensée, à la déplier, et d'autre part, la prise en compte de la complexité qui permet aussi de structurer, de prendre en compte ces incertitudes. Ouais, j'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que on peut assez facilement se projeter dans une situation de réunion où, en OK, il y a un débat assez important qui est mené, il y a des désaccords et souvent, on a les boucs émissaires, les personnes qui sont jamais d'accord avec rien. Alors du coup, on estime que, bah, leur pensée, elle vaut pas grand-chose, c'est juste qu'ils sont jamais d'accord avec rien. Puis on leur prête des attentions. Par exemple, on va se dire: «Oui, enfin, il dit toujours qu'il est pas d'accord parce qu'il sait que ça va passer, comme ça, il peut dire que c'était pas de sa faute si ça marche pas». Voilà, donc il y a une espèce de dilution de responsabilité et cetera. Donc on peut même prêter des intentions néfastes aux personnes qui sont contradictoires, plutôt que d'écouter et de les considérer. Quitte à ce que du coup, s'il y a bien une intention néfaste, bah, qu'elle se dissipe, parce que quelque part, en le considérant, si l'intention était juste mauvaise pour être mauvaise, eh ben, elle va se dissiper dans la considération.
Ou s'il y a un vrai sujet, bah, on dit ok, donc là tu dis que pour toi ça va pas fonctionner, ok, pourquoi? Comment ça se fait que tu penses ça? Comment t'en arrives à cette évaluation du risque? Ok, moi j'évalue les risques différemment, voilà les critères que j'utilise, quels critères tu utilises toi? Et peut-être que là on va découvrir que j'ai oublié des critères, qu'en fait on n'a pas vu les Mmh. mêmes trucs, on n'a pas eu la même expérience de la même chose. Et comme tu dis, de se dire, ok, bon bah, bon, moi je suis le directeur ou la directrice, je tranche, on va faire une phase 1 d'expérimentation, comme ça on pourra revenir dessus et voir si ça a bien fonctionné. Comme ça, toi tu pourras nous dire, ok, en effet on continue, ou est-ce que tu as quand même encore des réserves, à quel titre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour nous préserver de ces réserves-là? Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette approche-là parce que, je fais écho à la question d'intelligence collective, c'est que c'est par cette approche qu'on a, comme tu dis, on fait preuve d'esprit critique et du coup on prend de meilleures décisions. En fait, Mmh. fondamentalement, hein, c'est ça le but. C'est au bout du bout, je veux pouvoir prendre la meilleure décision possible, au sens normatif comme euh, au sens en adéquation avec le réel, quoi, au sens de la vérité. Et au trop plus proche de la vérité en tout cas. Et si je considère pas toutes ces opinions diverses autour de la table, bah, ça se trouve, je rate quelque chose de super important. Et si on n'est pas d'accord, bah, c'est probablement qu'on a une projection du futur, on a une imagination des risques et de leurs conséquences qui est différente. Et bah, ça, on peut l'arbitrer en phase en fait. Une phase 1, ok, on évalue, on regarde Mmh. et on voit. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et moi, c'est souvent ce que je vois quand je fais des débats constructifs. Euh, c'est qu'au final, le rôle du débat, c'est de passer d'une espèce de territoire complètement flou à une carte de plus en plus précise du territoire et plus en plus ajustée par rapport à la réalité du territoire, parce que chacun amène des bouts différents. Et petit à petit, on voit se dessiner une frontière, et autour de la frontière, il reste toujours des flous. Et il y en a, ils la mettent là, l'autre, il la mettent là. Mais globalement, on est d'accord sur le territoire. On a une carte qui est en adéquation, et on a juste une frontière qui est un peu floue. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis, du coup, on peut se dire, peut-être la frontière, elle est là. Bon, on va tester. On teste. Ah, je m'étais trompé. Ok. Peut-être je bouge, du coup, ma carte. Et petit à petit, on construit quelque chose ensemble qui ressemble à une frontière commune. Et ça me fait penser aussi à, par exemple, le truc de la collaboration adversariale qui existe dans la recherche. Deux chercheurs ne sont pas d'accord, ben, on va se mettre ensemble pour créer un protocole, regarder nos données respectives, collecter ensemble, et écrire un papier ensemble, et puis comme ça, on verra bien où se pose la frontière entre nous. Mmh. Et je trouve ça vachement intéressant comme processus, non seulement parce que là on fait directement preuve d'esprit critique, mais en plus parce que on, on n'est plus tout seul, quoi. Là, on est vraiment en train de coopérer pour faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quoi, de vraiment créer ensemble. Ouais, je trouve que tu as abordé un point aussi qui est super important. Hem, c'est qu'en fait, il faut bien se dire aussi que ça va être très dépendant de avec qui vous interagissez. Si vous êtes dans un groupe de travail, si vous êtes dans une entreprise où, bah, il y a une culture qui favorise plutôt les discours de persuasion, les discours, où on se préoccupe pas trop justement de l'articulation des points de vue, où il faut être, péremptoire, malgré soi, pour avoir le dernier mot. Bah, en fait, rentrer dans cette dynamique-là de vouloir être dans de la co-construction, c'est un jeu perdant. Voilà, c'est moins convaincant, d'être dans la précaution, de dire: «Il me semble que», mais ce que je dis, c'est dans la limite de telle donnée, et cetera, que quelqu'un qui va arriver, qui va vider son discours de tout contenu d'incertitude, qui va être dans un ton très péremptoire, voire utiliser très bien parler avec des procédés rhétoriques. Même si on est formé à ça, ça sonne mieux à l'oreille, c'est entraînant, ça fonctionne mieux. Donc je trouve qu'il y a vraiment une question de culture de Mm. l'échange en fonction de l'institution dans laquelle on est, qui compte énormément. Et tu vois, enfin, moi, je suis un peu affairé. Je m'amuse beaucoup à aller dans les écoles privées et à regarder les programmes des gens qui sont formés pour tout ce qui est management, etc. Et je suis un peu affairé de voir vraiment les catégories qui sont mobilisées, qui sont plus sur le côté de la persuasion, d'être
péremptoires, etc., parce que c'est les techniques de management toujours en vogue, plutôt que de rentrer dans vraiment ce rapport à l'autorité, ce rapport à la co-construction avec les équipes. Je trouve qu'il y a Mmh. un vrai travail plus que tu vois de compétences, de mentalité, de représentation à avoir. Parce que oui, il y a peut-être une articulation particulière à avoir parce que dans des grandes entreprises, il y a un rapport à la hiérarchie qui s'impose, etc., qui est plus ou moins autoritaire. Donc c'est peut-être plus difficile dans certaines boîtes plutôt que d'autres de réajouter cette culture. Mais in fine, ça me semble un peu, tu vois, hypocrite euh, de pouvoir prétendre à justement faire bien fonctionner de la co-construction dans des équipes Mmh. quand justement ça baigne dans une culture où la prise en compte de l'incertitude qu'on va intégrer à son discours, c'est perçu comme une marque de faiblesse, comme un discours à pas écouter, que non, il faut une réponse tranchée, juste, directe, qui vide, qui va nous permettre d'en avoir aucun risque, aucune incertitude. Ça Mmh. n'existe pas, c'est un leurre, en fait. Mmh. Ouais, ouais. Je trouve ça, je sais pas si c'est aussi antinomique que tu l'exprimes pour moi. Pour moi, c'est des compétences qui peuvent être, complémentaires, les unes avec les autres. Mais je comprends ce que tu dis aussi, dire, bah, si on valorise énormément les personnes, qui ont les compétences, de rhétorique, heu, qui font des bons discours et malheureusement, bah, c'est aussi souvent un peu toujours les mêmes, hein, les mêmes hommes, et cetera, qui vont être valorisés. Donc tu as en plus un manque de diversité du coup, dans le recrutement et la valorisation. Là où on pourrait imaginer, utiliser des critères qui sont beaucoup plus objectifs, donc des critères de performance, et cetera, qui vont, eux, être déterminants pour l'évaluation d'une équipe ou l'évaluation d'une personne. Hem et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce double jeu dans l'évaluation des performances entre je regarde ce que tu as fait, et puis je regarde un peu comment tu l'as fait, et dans le comment tu l'as fait, si tu as été beau et brillant, et ben, c'est quand même vachement valorisant. Et si tu as été un peu caché dans ton coin, pas très visible, et ben, c'est compliqué pour toi Mhm. de même pouvoir avouer que c'est ta contribution, que tu as réellement participé à cette contribution. Donc il y a toujours un peu ce double travail. Mais je trouve pas qu'il soit forcément antinomique, en tout cas pas forcément dans mon expérience. Mais je suis assez d'accord avec toi sur des phénomènes que je vois tous les jours, hein, chez mes clients. Le phénomène du HIPPO, comme on dit, Highest Paid Person in the Room, c'est la personne la mieux payée dans la salle, qui a le dernier mot, qu'on écoute tous. Et de manière générale, les phénomènes de pouvoir, hein, c'est-à-dire il y a une personne qui est connue pour avoir beaucoup d'influence, qui est connue pour soit pour être le manager, le directeur et la directrice, Mhm. etc. Et qui, du coup, qu'on va regarder, scruter pour être sûr de ne pas se positionner contre elle, ce qui participe au groupthink, c'est-à-dire à la pensée de groupe, qui est antinomique à l'esprit critique, hein, c'est-à-dire on va cacher nos convictions, on va pas dire, on crée de l'insécurité psychologique, on va faire semblant qu'on pense comme les autres alors qu'on n'est pas d'accord, on va renchérir, aller plus loin même, juste parce qu'on veut se faire bien voir. Donc tout ce qui crée, tous ces phénomènes qui créent des décisions encore moins bonnes. Mhm. Et ça, j'ai l'impression que les managers en ont vachement conscience, mais ça en effet pas trop comment s'y prendre. Parce que souvent, on va leur dire, bah tranche, il faut décider. Parfois, on va leur dire, écoute. Parfois, on va leur dire, voilà, co-construis. Puis on leur dit, ouais, mais la strat, on peut pas la changer, donc débrouille-toi. Et face à ces injonctions contradictoires, peuvent être peut-être un peu pris aussi, euh, comment dire, ouais, pris à défaut et ne pas trop savoir comment s'y prendre. Et donc, au final, si tu valorises celui qui parle bien, bah, autant apprendre à bien Mhm. parler. Et puis, au moins là-dessus, tu seras toujours gagnant, quoi. Bah, je trouve que c'est vraiment cette question, en fait, c'est pour ça que je suis un peu peut-être à la fois optimiste et pessimiste, c'est que dans la question des cultures d'entreprise, en fait, ceux qui imposent la culture, en fait, ça se tient quand même dans un groupe assez restreint, qui vont définir de certains process, etc. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus dur à bouger. Mais tu vois, tu parlais d'injonctions paradoxales qui peuvent être posées aux managers. In fine aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une asymétrie dans la responsabilité des prises de décision. Tu vois, tu as aussi ce truc où ça peut être tu vois, si tu arrives en tant que manager, tu dis bah, le mieux c'est qu'on prenne cette décision, mais par contre,
c'est vrai qu'on a identifié des incertitudes. Si la personne au-dessus de toi, elle n'a pas cette représentation du fait que, bah oui, ce qui est co-substantiel à des prises de décision, il vaut mieux prendre une prise de décision où on a bien identifié les incertitudes plutôt que de prendre une décision un peu naïve où on surestime ces incertitudes. Bah, tu peux Mmh. un peu passer pour un guignol, quoi. Ouais. Mais, mais tu vois, juste pour compléter sur la question, parce qu'elle me semble hyper importante, de la culture et des normes, je trouve qu'on a vraiment tendance à considérer que l'esprit critique, c'est une activité individuelle tout seul dans son coin, alors que ben, non seulement, voilà, il y a dans les ingrédients qui favorisent l'esprit critique, ils sont plus facilement atteignables quand on est à plusieurs, mais au-delà de ça, il y a vraiment les enjeux à l'échelle de la culture et de la société où, tu vois, par exemple, moi, j'avais bossé pendant 3 ans sur l'éducation au débat Mmh. et à l'argumentation avec des lycéens sur des thématiques d'actualité. Ah, est-ce que je bug ou pas? Non, je t'entends, pas Non, de c'est bon. souci. Non, c'est bon. Et on avait eu des résultats, tu vois, de développement de compétences. Moi, je suis persuadé que si on leur refait passer les tests de compétences aujourd'hui, 3 4 ans après, il n'en reste rien en termes de compétences. Parce que qu'est-ce qui influence le plus dans les normes, les critères argumentatifs, le rapport au débat que tu peux Mmh. avoir en France en 2025-2026? C'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu vois à la télévision. Quand tu penses débat, tu penses politique. Tu vois, donc il y a vraiment un gros enjeu en termes de culture. Et même pour aller, tu vois, encore plus loin, à un niveau un peu plus philo, je trouve qu'on a vraiment un truc qui est très limitant actuellement dans les civilisations occidentales, c'est qu'on est très héritier de la pensée de Descartes. On a beaucoup de mal à passer dans ce que Edgar Morin appelle la complexité, là où on reste bloqué sur le compliqué. Et pour donner, tu vois, deux, trois points vraiment en quoi ça reprend des trucs qu'on a dit avant, c'est qu'on a vraiment du mal à passer d'une pensée dichotomique, c'est vrai ou c'est faux, à une pensée en termes de continuum. On a beaucoup de mal à passer d'une pensée où il y a une cause, un effet, à une pensée où il y a une pluralité de causes qui vont donner des effets fluctuants, tu vois, et Mmh. qui s'auto-alimentent ensemble. Tu vois, tous ces éléments-là, en fait, sur le fait que la plupart des situations qu'on rencontre dans notre vie personnelle et professionnelle, elles n'ont pas une bonne réponse. Elles ont une pluralité de réponses acceptables. Et donc, pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, ça pose la question des critères. Et tu vois, on a plein d'automatismes qui sont véhiculés par notre culture qui, Mmh. je trouve, nous empêchent, sont des freins forts à ce qu'on pourrait appeler un bon esprit critique pour faire face, pour prendre des bonnes décisions, entre guillemets, encore une Ouais. fois, dans notre vie professionnelle et personnelle. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Et ces représentations, moi, c'est vraiment une des choses qui me motive le plus, c'est de modifier la représentation qu'on a du dialogue, du débat, notamment en politique, parce que c'est là où peut le percevoir tous les jours. Il y a une normativité culturelle à ce qu'on voit dans les débats politiques. Et je trouve que changer ça, changer l'imaginaire autour de ça, ce à quoi ça pourrait ressembler, ce que ça devrait être, à mon sens, hein, ça pourrait avoir un grand impact sur Mm, notre manière du coup, de converser sur plein de sujets et de réfléchir ensemble sur plein de sujets. Parce qu'on se dit, ah, bah en fait, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Ah, super, c'est ça qui. Plutôt que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, ah, ce qu'il faut faire, c'est euh, réfléchir en jeu à somme nulle, faire gagner son équipe, peu importe le coût sur la vérité, le coût relationnel, le coût pour sociétal. Le plus mm, important, c'est de faire gagner mon équipe. Évidemment, les environnements compétitifs poussent à ça, et c'est ce qu'on hérite, mais on peut construire autre chose, et ça peut commencer mm, à l'école comme tu le fais, et puis après continuer ailleurs. Je pense que le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est réceptif à ça, parce que c'est un monde où prendre la bonne décision, c'est très important. Et du coup, prendre des bonnes décisions, c'est très important. Au sens qu'il y a des conséquences financières. Les conséquences financières, elles sont mm, disproportionnellement prises en considération, quoi. Il faut vraiment qu'elles soient très bonnes. Et donc, tu as un incentive, tu as un champ d'influence qui te pousse à dire, ok, je vais quand même essayer de mettre un peu d'eau dans mon vin, là, parce que derrière, je peux me faire virer, ou derrière, il peut y avoir tel impact structurel. Je prends des gros risques, je fais des gros investissements. Donc ça appelle un peu ces questionnements-là.
même si évidemment il y a plein de biais qui viennent avec. Alors que la politique, je trouve, c'est plus difficile comme espace parce que les conséquences sont très indirectes et très lointaines, parfois au-delà de notre mandat. Et donc, c'est assez facile de se cacher derrière son petit doigt dans une prise de décision qui serait mauvaise, quoi. Donc, ça, Bah, c'est. Ouais, ouais. Enfin, je t'en prie, ouais. je pense que c'est illusoire de s'attendre à ce que des hommes et des femmes politiques soient sur un autre registre. Tu vois, je relisais il n'y a pas très longtemps Hannah Arendt, là, un chapitre qui s'appelle Vérité et politique, et elle rappelle que un des ennemis jurés du politique, c'est le fait avéré. Le fait avéré, il a quelque chose de despotique contre lequel on ne peut pas discuter. Tu vois, le pire despote pour un politicien, c'est le fait avéré. Le pire ennemi d'un dictateur, c'est le partage du pouvoir. Et quel pire ennemi pour un despote qu'un autre despote? Et ce pire despote, c'est le fait avéré. Donc, tu vois, on ne peut pas s'attendre à autre chose que les politiciens soient dans quelque chose qui relève plus du discours que Hmm, dans quelque chose qui relève plus du récit narratif pour décrire une réalité désubjectivisée, tu vois. Donc, hmm, j'ai l'impression que c'est un peu co-substantiel dans une certaine mesure du politique, tu vois, que de produire du discours qui est plus ou moins de bonne qualité parce que justifié par rapport à des faits, mais il est inévitablement contraint d'aller sur un autre terrain, tu vois. Mais hmm, et l'autre point que je voulais aborder, c'est que ce qui est hyper agent sur la question de l'esprit critique, c'est que en tout cas pour parler de ce qui se passe en France, on a l'impression, souvent quand je discute avec les acteurs terrain, quels qu'ils soient, on a hmm, le discours, c'est ouais, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait. En réalité, il y a énormément de choses qui est hmm, fait. Il y a énormément de choses qui est fait dans l'éducation nationale. Il y a énormément de choses qui est fait par les assos. Il y a de très très bons formateurs auprès de plein d'acteurs différents. Il y a plein d'initiatives, il y a plein d'outils. Mais le problème, en fait, c'est cette question de la visibilité. Tu vois, hmm, aujourd'hui, tout le monde, de plus en plus de gens, quand ça pense à esprit critique formation, ça pense à Cogito comme étant ceux qui font l'esprit critique, etc. Moi, je trouve ça un peu malheureux parce que j'ai l'impression que ça éclipse d'autant plus certaines hmm, initiatives, notamment associatives, où vous pouvez avoir, enfin, vraiment, il y a accès à de la formation pour quasiment que dalle, parce que les assos ne surfacturent pas, et qui sont sur le territoire depuis 10-15 ans, et qui font mieux que les trois quarts des formateurs qui vous facturez 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros les 3 hmm, heures. hmm, Tu vois, donc moi, c'est ça que je trouve hyper rageant, c'est qu'il y a plein d'acteurs terrain implantés depuis une dizaine d'années, voire plus, en France, et je parle qu'en France parce que c'est tout ce que je connais, hmm, et qui sont, mais c'est hallucinant la qualité de leur taf, et problème de visibilité, donc, hmm. tu vois, donc, je trouve qu'il y a vraiment cet enjeu un peu piégeux. C'est pas, voilà, ça a l'air un peu évident ce que je vais dire, mais il faut vraiment se méfier, c'est pas celui qui fait le plus de bruit, qui a le plus de visibilité, qui est le plus compétent. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ouais, c'est un mot de la fin un peu, comment dire, qui peut toucher certaines préférences, tu vois, on va dire, qui peut attaquer certaines préférences. C'est intéressant la question de la visibilité, tu vois. Je trouve que ça nous met face à notre responsabilité aussi. C'est-à-dire, ok, imaginons qu'on soit, que un tel soit le meilleur éducateur ou les meilleurs éducateurs sur ces questions-là. Euh, Ils ont une préférence à l'action, peut-être une préférence à l'action dans certains contextes, et certains contextes sont plus valorisés que d'autres dans la situation Mm. actuelle. Euh, Si on veut vraiment faire la différence, et qu'on sait que faire la différence, ça veut dire être très visible, alors ces personnes les plus compétentes devraient probablement passer beaucoup plus de temps à essayer d'être visibles. Parce que si c'est réellement là que la différence se ferait, et qu'elles sont réellement les plus compétentes, alors que font-elles? À continuer d'aller sur le terrain et avoir très peu d'impact. Et je pense Mm. que c'est une fausse question. La réponse c'est bah, c'est pas les mêmes compétences en fait. Ça demande pas la même chose d'être visible. C'est une compétence à part entière qui est pas facile à acquérir. Et avoir l'humilité de ça, je pense que c'est aussi important. Et parfois, dans le milieu associatif, il n'y a pas cette humilité-là. Il n'y a pas la volonté de se dire, OK, on va mettre les moyens pour faire en sorte d'avoir cette visibilité qu'on espérait avoir. Et à la place, c'est facile, enfin facile, c'est plus facile de critiquer. Et je pense que
le compte Instagram, l'Esprit Critique, le compte TikTok, etc. Et Cogito, le projet a été créé. Mmh. S'il y a une chose très positive, je trouve qu'il en ressort, au moins une, c'est waouh, le nombre de Français qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour se former à Ouais. l'esprit critique, c'est-à-dire pour s'aider à mieux prendre de meilleures décisions, à avoir un regard un peu plus complexe sur le monde. C'est super, c'est génial, quoi. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et je me dis que c'est un beau message d'espoir pour nous tous, dire qu'on met au cœur des thématiques actuelles ce sujet-là, et qu'on arrive à le complexifier pour sortir de la dynamique debunk, pré-bunk, Mmh. fake news, et rentrer un peu plus dans ce qui commence à émerger. Moi, je vois ça comme un truc émergent en ce moment, qui est, ok, comment on recrée du lien tout en préservant l'esprit critique? Comment est-ce qu'on fait pour combattre des mensonges, de la désinformation, tout en ne s'en posant pas, parce que sinon on va se retrouver à ne plus jamais se parler. Et, et là, on a des solutions à proposer, et donc on peut être des acteurs opportuns, opportunistes même, et très bien gagner notre vie en faisant un travail remarquable, ce qui est un espoir peut-être qu'on pourrait avoir. Oui, je suis à je pense que ça dépend des acteurs, tu vois? Juste pour le dire un peu Mm. rapidement, tu vois? Sur le côté des assos, enfin, en tout cas, avec les assos avec lesquels je bosse, le constat, c'est qu'en fait, il y a pas les moyens. Tu vois? Par exemple, je sais que pour reprendre l'exemple de Cogito, ils ont quelqu'un d'embauché spécifiquement sur les questions de communication auprès des clients et cetera. Une association, déjà, s'ils arrivent à terminer l'année en payant leurs salariés, ils sont contents. Et c'est d'autant plus le cas là depuis 2-3 ans avec les décalages en termes de budget. Donc la question, en fait, souvent, en tout cas moi, des expériences que j'ai avec les assos, et moi-même en tant qu'ancien directeur d'asso, président d'asso, pardon, c'est qu'en fait, il n'y a pas les fonds. Donc il y a la question des compétences, mais les compétences aussi, il faut les développer. Ça a un coût en termes de temps ou d'argent. Et en fait, pour des raisons matérielles, c'est souvent très compliqué côté asso. Côté indépendant, je suis plutôt d'accord avec toi qu'il y a vraiment cet effort à faire pour se saisir, comprendre le jeu qui se fait sur les réseaux sociaux ou LinkedIn par exemple. Mais je trouve spécifiquement sur la question de l'esprit critique je pense que ça pose des questions éthiques. À quel moment tu sors, à quel moment tu rentres dans une espèce d'incongruence entre les valeurs que tu estimes porter en travaillant sur ces questions-là et les stratégies gagnantes par rapport à certains réseaux sociaux. Tu vois, j'ai pas de réponse à ça. Je trouve en tout cas ça pose des questions qui peuvent. euh, je trouve que ça Ouais. pose des questions. Tu vois. C'est hyper légitime. Et d'ailleurs, pour proposer des alternatives à ça, parce que moi-même, c'est des questions que je me pose, hein, euh, avec mon collègue Corentin Evenot, qui lui a une belle plateforme sur les réseaux sociaux, on a créé un guide qu'on a appelé le guide du contenu constructif. Et l'idée, c'est de montrer que quand on a étudié un peu la recherche sur ces questions-là, euh, que en fait, on peut sortir de ce sentiment d'obligation d'être dans le conflit, l'attaque, le buzz systématique pour être visible. Donc on a essayé de démontrer ça dans un document, enfin moi j'avais fait un assez long article là-dessus, et dans un document aussi avec des exemples, et des tactiques, des techniques pour créer des contenus qui ne détériorent pas leur nature, mais sont efficaces. C'est-à-dire, fondamentalement, on veut qu'ils soient regardés, et on veut qu'ils aient l'impact qu'on désire. Et, euh, et être regardé, ça fait partie de l'impact. D'ailleurs, pour les fake news, ou pour la désinformation de manière générale, c'est bien plus le fait qu'elles soient très regardées qui impacte que leur caractère individuellement persuasif. Quand on regarde les études là-dessus, c'est un peu ce qu'on trouve. C'est fondamentalement, je vois une fake news, je ne suis pas particulièrement persuadé. Mais comme il y en a plein tout le temps, ça amène de la confusion et j'ai une vision du monde biaisée. Donc c'est le principe de simple exposition, etc. Donc je trouve que on voilà, on peut mettre ça, de manière, enfin on peut faire utiliser ces principes-là de manière, éthique, je pense. Mais c'est vrai que ça demande un vrai travail réflexif sur notre pratique,
Et par ailleurs, appeler à la régulation et la réglementation des algorithmes de recommandation. Je veux dire, les deux Ouais, vont bien sûr. ensemble pour moi. Tu vois, c'est évidemment que notre système informationnel est pourri, n'est pas à la hauteur des enjeux, est manipulé par des personnes qui n'ont absolument aucune considération pour la qualité du débat public. Et donc, oui, oui, je suis pas je suis pas naïf, tu vois, face à cette réalité-là. Mais au contraire, j'essaie d'avoir cette vision pragmatique et je pense que dans notre milieu, on gagnerait à être un peu plus pragmatique, parfois. Je Voilà. suis d'accord sur ce point-là, oui. Bah, oui, c'est ça. Enfin, la question de la visibilité, on peut pas y couper. Mais oui, voilà. Enfin, je sais que non, voilà, je suis d'accord avec toi. C'est parfait, c'est bien. Allez, un petit mot de la fin peut-être, Kevin, parce que je te tiens depuis un petit moment. Là, je pense que la fin chez toi, chez moi, vient voilà, dans toutes les orthographes différentes. Et donc, une petite question pour terminer. Euh, Toi, si tu devais Hem, demain, tu vois, valoriser peut-être une ou 2 choses à faire concrètement, genre, OK, on reste des individus, donc hem, là, on a des gens qui nous regardent, des gens qui nous écoutent. Ces personnes-là, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles, aillent qu'est-ce qu'elles doivent aller faire pour développer leur esprit critique et surtout, d'une manière qui va les aider à engager ce dialogue, à engager, cette co-construction dont tu parlais tout à l'heure? Mmh. Moi, souvent, pour un peu essayer de clarifier, tu vois, les enjeux autour de l'esprit critique en termes de formation, je le regroupe autour de trois catégories que d'ailleurs j'ai empruntées, qui ressortent en fait des ateliers que j'ai pu faire avec les enseignants. Il y a tout un volet sur s'informer, il y a tout un volet sur échanger et débattre, et il y a tout un volet sur questionner, se questionner. Pour travailler sur les questions de s'informer, je trouve qu'un bon point de départ, c'est de se dire, OK, tous les jours, je prends au moins 5 minutes pour, quand je suis sur les réseaux sociaux, vérifier une information ou une vidéo. 5 minutes. Je vous dis même pas comment faire ou quoi que ce soit, mais juste vous poser la question, comment est-ce que je pourrais faire pour vérifier que cette image ou cette vidéo, elle est vraie, elle est fausse? Là, on me dit que ça a été filmé, c'est une manifestation au Chili qui a eu lieu il y a 2 jours. Est-ce que c'est vraiment le cas? Juste 5 minutes. 5 minutes de votre journée. Sur le volet échanger, même chose, 5 minutes à un moment de votre journée où juste vous vous dites là, j'échange avec la personne, que ça soit sur le croissant que la personne elle a bouffé ce matin, sur le fait qu'elle est constipée ou tout ce que vous voulez, on s'en fout. Mais juste vous vous dites là, la discussion, le but c'est je veux que la personne à la fin de l'échange, elle sache pas ce que moi j'ai ressenti, mon avis sur ce qu'elle me raconte. Et juste le but c'est à la fin des 5 minutes, je me mets tout seul dans mon coin et j'écris pour synthétiser ce que j'ai compris de la personne m'a dit. Mmh. Donc le but, c'est vraiment, et je pense que tu vois très bien à qui j'emprunte ces techniques, mais le but, c'est vraiment de favoriser une écoute active. Et le dernier, c'est sur se questionner. C'est vraiment pour développer ce qu'on appelle une métacognition. Donc c'est pour être plus alerte de ce qui se passe dans notre tête. C'est hyper compliqué, mais pour vraiment être capable de verbaliser, de conscientiser les processus, les cheminements qu'il peut y avoir dans notre cerveau quand on réalise une tâche. Un truc qui aide pas mal et qui va vous faire gagner aussi en efficacité dans votre vie quotidienne et dans votre travail, vous le faites au moins peut-être une fois par semaine parce que c'est un peu coûteux à faire. Allez, au moins une fois par semaine, vous allez faire une activité, vous vous posez avant et vous vous dites, OK, c'est quoi mon objectif? À quel point est-ce que je vais trouver que ça va être compliqué? Comment ça s'est passé les autres fois que je l'ai fait? D'essayer de planifier en fait comment vous allez procéder. Vous prévoyez en fait un découpage en sous-tâches. Pendant que vous faites la tâche, dès que vous avez résolu une sous-tâche, vous mettez la petite croix. Vous mettez un petit score sur 5 de à quel point c'était facile ou pas facile. Et une fois que vous avez terminé la tâche, vous regardez ce que vous avez écrit en phase de planification et vous faites un peu le compte rendu. C'est quoi la comparaison que je fais entre ce que j'avais anticipé auparavant et maintenant que j'ai résolu la tâche? À quel point est-ce que j'ai visé juste? À quel point est-ce que le découpage que j'avais fait, les méthodes que j'avais anticipées pour bien faire ma tâche, est-ce que ça a été pertinent, pas pertinent? Est-ce que j'ai suivi un autre cheminement? Et ce travail-là, en fait, c'est un des piliers Mmh. pour développer des bonnes compétences à apprendre, avoir une bonne connaissance de son fonctionnement, pour développer un bon esprit critique, etc. C'est pas évident, ça peut être un peu fastidieux au fur et à mesure,
mais c'est Mmh. super efficace. Donc, vérifier une information pour les enjeux de s'informer, vérifier une image, une vidéo, fermer sa mouille et plus écouter les autres et vraiment les questionner. Et un bon point de repère pour pas trop s'imposer dans la discussion, c'est de dire qu'à la fin, il faut que la personne, elle ne sache pas ce que vous pensez de ce qu'elle vous a raconté. Et le truc de la métacognition, planification, monitoring, donc faire le petit croix là pendant la tâche et évaluation, comparaison avant, après. Je trouve que c'est 3 outils qu'on peut mettre en place dans son quotidien, tu vois, qui prend pas des heures Mmh. et qui permet vraiment de développer des compétences et des dispositions, des points d'alerte qui sont déjà un bon début. Et juste peut-être, si vous voulez aller plus loin, ce que je peux vous encourager à faire, c'est, je peux pas m'empêcher de citer quelques associations qui font un travail de dingue. Par exemple, sur les questions de s'informer, il y a Respect EMI, qui est une association qui propose notamment des ateliers avec des scolaires qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions, avec qui j'ai bossé aussi, sur les questions de échanger. Par exemple, il y a ce petit truc-là. Donc, c'est une prof de philo qui a fait ça. C'est des petites cartes en fait qui permettent de guider aussi des échanges. Donc, ça peut être pas mal. Moi, en tout cas, je l'utilise pas mal et je trouve ça assez fun et ça fonctionne bien. Et sur les enjeux de se questionner, je trouve quand même je me sens un peu obligé d'évoquer Opinion sur rue, qui propose une formation de 12 séances gratuites sur l'entretien épistémique, qui est un peu un dépoussiérage des techniques de questionnement socratique et qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est un peu peut-être les 3 initiatives, tu vois, que j'ai envie de mettre en valeur aussi en avant. Respect EMI, le jeu Discute qu'on trouve sur Internet et Opinion sur rue. Merci beaucoup Kevin et merci pour ces dernières Ah, merci à toi. recommandations. Est-ce que ça t'irait si quand le replay sera en ligne, ce qui est dans quelques secondes, dans quelques minutes dès qu'on terminera le stream, est-ce que ça te va de mettre un commentaire peut-être avec toutes les ressources que tu as pu mentionner? Je pense notamment là aux 3 dernières, mais aussi peut-être des travaux de recherche que tu as mentionnés dans la discussion. Voilà, si c'est trop compliqué de te rappeler, je demanderai à une IA de faire ça dans quelques jours, mais si tu y penses, je pense que ça serait bien pour tout le monde de retrouver ces ressources directement sous la vidéo, si possible. Ok, très bien. Je verrai ça après manger. Ouais, merci beaucoup, Kevin. Il y Pas a, de il y a les souci. priorités. Le manger avant tout. La fin, avant tout, tu as bien raison. On a eu pas mal de personnes qui vraiment allaient dans notre sens dans les commentaires. Tu pourras voir a posteriori. Je pense que cet échange a été très fructueux. J'espère en tout cas que vous avez pu le voir, hein, le lien qu'il y a entre esprit critique et délibération, capacité à décider ensemble, le fait que l'écoute soit vraiment au cœur d'une compétence à l'esprit critique. On n'a pas trop parlé d'humilité intellectuelle comme une disposition, mais peut-être une autre fois on en reparlera. Et c'est très intéressant aussi de voir comment est-ce que cette dimension-là peut nous aider à développer notre esprit critique. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un papier là pour Sciences et Pseudosciences là-dessus, donc comme ça sera peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Sur ce, je vous souhaite un très bon déjeuner si vous ne l'avez pas déjà fait, une bonne après-midi, et on se retrouve le mois prochain pour un autre live. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur Débatologie Substack pour s'inscrire à la newsletter que j'écris en ce moment, plutôt tous les 2 semaines que toutes les semaines, mais dans lesquelles j'essaie de faire un article assez long pour expliquer des dimensions de la recherche scientifique et comment elle nous informe pour avoir des débats plus constructifs. Mm. Kevin, un mot de la fin? Oui, et pardon Arnaud, InfoJeune, en effet, qui développe plein d'outils, les réseaux InfoJeune, sur les questions des informations, etc. Pardon Arnaud, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je vois que Arnaud Virillon a fait mouche dans les commentaires. Donc, réseau Info Jeune aussi à retenir. Merci Kevin, merci à toutes et tous. À la prochaine.